Aux oreilles. Ça vient d'où aux oreilles? C'est bon, quoi. Il est sous-titreur à RTBF. Il va nous parler du sous-titrage télé en Belgique francophone. On a entendu parler de la Belgique flamande qui performe web. Et RTBF apparemment va performer bien. On a un champ de possibilités devant nous. Alors voilà, il faut le voir positivement, je pense. Ah oui, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais ça va, ça commence à changer de mentalité aussi au niveau des RTBF. Voilà, et je suis content que justement on ait des personnes des communautés sourdes et malentendantes et d'autres associations qui soient présentes, parce que c'est à vous aussi de quelque part être derrière pour pousser les politiques. Et c'est quelque chose que même vous organisez. Voilà. Et en Angleterre aussi, hein, ça a été dit que le lobby était tel que justement la BBC était forcée, même si j'aime pas trop cette expression-là, mais de faire 100% sous-titré. Et ce serait mon rêve, hein, si on peut avoir aussi des financements justement qui allaient dans ce sens-là, pour développer la série de sous-titrage, parce qu'on n'est pas très nombreux par rapport à la VRT, où ils sont une trentaine. Nous, on est 14 personnes, mais c'est un équivalent de 10 temps plein. Et on travaille encore avec des méthodes plutôt anciennes, donc je vais revenir là-dessus avec pas encore de logiciel de reconnaissance vocale, même si on est en phase de test pour le moment. Ça a été lancé en décembre dernier. Alors, c'était présenté devant l'administrateur général, M. Philippot, et aussi c'est le numéro 2 et numéro 3 de la RTBF. Je vais juste dire un mot de toi. Oui, ok. Anthony, c'est un ancien étudiant, et là je m'adresse aux autres étudiants qui sont en train de faire leur mémoire en sous-titrage. Il nous a aidé beaucoup, parfois pour accepter des stagiaires de chez nous, et il a terminé ici à l'école d'interprète il y a 13 ans. Donc c'est juste pour vous donner aussi l'espoir, comme quoi, parce que j'ai parfois des échos, comme quoi on n'arrive pas à trouver du travail après la sortie de la faculté, etc. Sachez que tous les étudiants qui ont terminé leur master complémentaire en traduction audiovisuelle travaillent tous. Ça, je peux vous le garantir. Et même Anthony peut le dire après. Oui, et je peux aussi remettre le bonjour de deux autres personnes qui ont été ici étudiants chez vous, Sophie Lortiwar et Tadej Guevara, qui travaillent aussi à l'RTBF. Voilà. Donc je laisse la parole à Anthony, on verra un petit peu après pour le débat. Donc nous essayerons aussi de terminer à temps parce que nous devons aussi traverser pour aller vers le restaurant. Donc on va prendre 2-3 minutes de plus. Et bien sûr, ceux qui sont enregistrés, ils sont les bienvenus pour le repas. Je vous remercie. Alors, bonjour. Oui. D'accord. Enfin, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, coupez-moi la parole, allez-y. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Anthony Ozoraï. J'étais donc ici diplômé et licencié en traduction à l'école d'interprète. J'ai terminé en 2000-2001, puis j'ai fait une 5e année à l'époque, hein, c'était un cursus de 4 ans, donc le DESS en sous-titrage et doublage. Et voilà, c'était le même local, les ordinateurs sont un peu plus modernes maintenant, donc un petit peu plus de documentation, etc. Mais voilà, en tout cas ça fait du bien de retrouver les murs et tout, et de voir que vous n'avez pas du tout changé en fait. Hein. Alors je suis entré en fonction à la RTBF en 2007. À l'époque où justement ils ont décidé d'ouvrir le sous-titrage du journal télévisé grâce avec le système de sous-titrage qu'on a maintenant et pas uniquement en langue des signes. Ça avait commencé tout doucement en 2007 et puis il se fait que ça a pris de l'ampleur et ça a bien marché. En tout cas l'accès à l'information, on comprend que c'est quelque chose qui est extrêmement vital pour l'ensemble de la population. Donc je ne vais peut-être pas utiliser le terme de handicap, etc. parce que je connais les sensibilités, mais en tout cas, voilà, tout type de public a le droit à avoir un accès à l'information et plus largement à tous les programmes qu'on peut proposer. Alors, j'avais commencé donc comme sous-titreur pour le journal télévisé, et puis par la suite j'ai augmenté mes heures de sous-titrage par le sous-titrage de documentaires, de séries télévisées. Et maintenant, je suis également coordinateur de l'équipe de sous-titrage, c'est-à-dire que je gère l'équipe qui s'occupe du journal télévisé à sous-titrer. Donc c'est une équipe en général de 5 personnes plus le coordinateur.
avec le système de reconnaissance vocale, justement, l'idée c'est de réduire cette équipe-là pour libérer plus de personnes qui pourront à ce moment-là sous-titrer d'autres heures pour d'autres programmes. Voilà, c'est aussi l'idée qui est sous-jacente à tout ce qu'on essaie de faire au niveau de la reconnaissance vocale. C'est pas uniquement faire penser aux gens qu'on va supprimer des postes, mais au contraire on va diversifier l'offre et diversifier aussi nos compétences et nos techniques. Mais comme ça a été dit également, toutes les personnes ne sont pas forcément habiles à faire de la reconnaissance vocale ou à se sentir à l'aise. Donc il y aura encore une partie d'encodage du sous-titrage traditionnel qui va se faire. Le sous-titrage qu'on utilise notamment pour les films ou les séries télé où vous avez beaucoup d'intervenants. Ce serait très difficile de faire ça en reconnaissance vocale, en tout cas même dans un premier temps, du fait des problèmes de délai et de retard entre ce qui va être dit et expliqué et l'affichage à l'écran. Mais bon, là j'anticipe un petit peu. Oui, juste petite remarque, je suis aussi membre du conseil de commission d'accès à l'audiovisuel de la FFSB depuis 2013. Je sais que justement c'est en plein changement en ce moment et vous essayez de réunir toutes les associations pour avoir encore plus de poids au niveau donc des instances politiques et médiatiques. Donc j'espère que voilà, vous y parviendrez et n'hésitez pas en tout cas, je suis un interlocuteur vraiment qui a envie de collaborer avec vous et de vous entendre. Essayer de mettre ça en place du mieux qu'on peut. Voilà. Alors voilà l'équipe du sous-titrage. Donc on a commencé d'abord à faire du sous-titrage de documentaire en 98, 98 pour le français ou la française qui est là. Voilà. Et donc j'en ai télévisé depuis août 2007. Ce qu'on fait également, ce sont les documentaires, films, séries, JT, magazines, la météo. Et des émissions spéciales qui elles sont faites en live pur. Alors nos techniques. Ah non, on va d'abord passer au petit contrat de gestion de la RTBF. Voilà. Donc c'est vrai que l'ONU dit dans sa charte qu'il faut absolument faire en sorte que les personnes sourdes et malentendantes aient un accès à l'information, un accès croissant. Mais il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas d'heures qui sont mentionnées. Donc ça, après, c'est au sein de chaque instance politique de déterminer ça dans sa constitution ou bien dans ses feuilles de route. Et en ce qui concerne le contrat de gestion de la RTBF, donc qui est lié en fait à la région Wallonne et à la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant, donc ils se sont mis d'accord pour un nombre d'heures. Et ce nombre d'heures augmente d'année en année. Alors c'est vrai qu'un nombre d'heures, quand vous dites 1000 heures, 1100, 1002, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est dérisoire, c'est quelques pourcents de diffusion. Et dans ces heures-là sont calculées donc, la première diffusion et la première rediffusion. C'est ça qui entre en ligne de compte. Et ce compteur est remis à zéro tous les ans. Donc même si par exemple on avait déjà fait un sous-titrage l'année dernière, s'il est rediffusé au mois de janvier de l'année suivante, voilà, il revient dans ce calcul d'heure global. Et est-ce qu'ils refont les sous-titres? Alors, il y a des phases de correction de sous-titres qui sont faites, notamment pour le journal télévisé. Comme il avait été expliqué aussi pour la VRT, il y a la boucle de nuit. Donc une fois qu'on a généré tout ce sous-titrage pour le journal télévisé, évidemment, comme ça dépend de plusieurs personnes qui fonctionnent vraiment de façon parfois indépendante, mais pas aussi à l'écoute les unes des autres. Mais voilà, il y a des erreurs qui peuvent toujours passer parce qu'il y a des parties en live, vraiment en direct pur. Et puis même les personnes qui corrigent les reportages qu'on aurait déjà eu avant de les diffuser, peuvent parfois laisser passer une erreur. Nous ne sommes pas des machines, mais vraiment des êtres humains, et bon, chacun, parfois, voilà, il peut bugger. Et donc effectivement, on retravaille ce fichier-là pour le mettre après sur notre serveur, et de telle manière, à ce moment-là, quand vous le revoyez, il y aura des erreurs qui ont été corrigées, éventuellement des sous-titres qui ne sont pas passés, ou bien qui ont été trop vite, parce qu'une personne l'a envoyé un peu plus rapidement qu'une autre. Voilà. Donc il y a aussi le confort de lecture et tout qui est pris en compte, en plus du contenu informatif. Voilà. Alors voilà, donc vous voyez que le contrat de gestion prévoit des objectifs annuels qui augmentent de 100 heures par an. En pratique, donc pour 2013, on avait fait 1481 heures par rapport aux 1000 heures requises. Donc, voilà, on est déjà quand même bien au-dessus de ce qu'on nous demande de faire. Mais on se rend compte que c'est un sous-titrage avec notre méthode qui commence à atteindre ses limites. Et donc on a besoin de faire de la reconnaissance vocale, on va être beaucoup plus réactif, pouvoir sous-titrer plus d'émissions de la RTBF qui sont produites à des échéances plus courtes. Et voilà. Et on va privilégier plus que probablement toute la partie Access Prime Time. Donc comme ça se fait à la télévision suisse romande, 18h, 22h.
Et si on pouvait déjà faire du 100% sous-titré pour ce créneau-là, je crois que ce serait juste magnifique. Voilà. Alors les deux méthodes actuelles que nous utilisons, c'est le sous-titrage préparé, donc c'est vraiment l'encodage. Donc on a vraiment le temps de regarder la série ou le film dans son entièreté, de regarder les changements de plan, d'écouter ce qui se dit, de remettre en cellule, de bien respecter donc la synchronisation, la synchronicité pardon, entre l'image et le son. Donc on a une personne qui travaille sur un produit, c'est synchronisé, on a les couleurs aussi, il y a tout un code couleur pour les personnes sourdes et malentendants, que les personnes entendantes n'ont peut-être pas forcément en tête. Et donc ça donne des indications supplémentaires. Je fais un petit topo, donc le jaune c'est quand on a une personne qui est hors champ, le blanc c'est quand la personne est à l'écran, le bleu c'est quand on a une voix off, le rouge pour toutes les indications de bruit, et le magenta pour tout ce qui est paroles de musique, cinéma, etc. Voilà, paroles de chansons. Alors avec cette méthode-là, on arrive à faire 15-20 minutes par jour, et ça dépend du produit. Si vous avez un documentaire animalier avec beaucoup d'images, très contemplatif, vous allez pouvoir faire beaucoup plus, pouvoir faire 25, 30, 40 minutes. Mais imaginez un film où il y a beaucoup de dialogue. À ce moment-là, évidemment, comme on doit respecter ces changements de plan, donc le volume de travail est plus réduit. À côté de ça, donc on a le sous-titrage semi-préparé, on peut dire semi-live aussi finalement. C'est le cas pour le journal télévisé, c'est-à-dire qu'on a déjà des reportages qui sont prêts, qui ont été repris du 13h ou qui sont en cours de préparation pendant la préparation du JT entre 16h30 et 19h30. Et donc on capte déjà le texte du journaliste dans un autre programme. On le copie-colle finalement, on le met en cellule, on l'adapte pour que ce soit aussi convivial pour la personne sourde et malentendante, de telle façon à ce qu'elle puisse directement bien comprendre l'information. On essaie de résumer également, parce que voilà, il y a aussi une question de vitesse de lecture. C'est aussi un grand débat, je pense. Il n'y a pas qu'un type de public sourd et malentendant pour nos sous-titres. Il y a plein de publics différents. Donc il faut aussi, je pense, avoir une finesse au niveau de la compréhension du public auquel on s'adresse par émission. Une série télé, quelque chose qui sera plus regardé par des ados, on peut se permettre d'aller plus vite, la vitesse de lecture est plus accrue, ce sont des gens qui sont plus chevronnés avec l'utilisation du sous-titrage, que ce soit sur YouTube, sur Netflix, sur les films qu'on regarde en DVD. Alors que pour un journal télévisé, c'est un public un peu plus âgé, donc là il faut déjà peut-être une vitesse de lecture plus réduite. Ce sont des gens qui sont plus habitués aussi à la langue des signes, donc il faut aussi simplifier peut-être le texte. Voilà. Alors que les jeunes maintenant, eux, ont envie d'avoir plus de texte. Voilà. Ils remettent un peu en cause le fait de résumer. Ils ont besoin d'avoir toute l'info. Voilà. Alors dans ce sous-titrage semi-préparé, pour un JT, pour des élections, les émissions spéciales, où on fonctionne vraiment en live, donc on a 4-5 personnes et le coordinateur. On respecte les couleurs, le lancement en direct des sous-titres, donc on est vraiment synchro à 1 ou 2 secondes près. Bien sûr aussi, si vous avez des interventions en direct, un invité plateau par exemple, c'est sûr que là, on va utiliser une autre technique. On a ce qu'on appelle nous un perroquet, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute ce que l'auditeur dit, ce que l'invité dit, et puis il va synthétiser et il va dispatcher, pour utiliser un mot franglais, l'information à 2 personnes qui vont taper en alternance. Donc le Premier ministre a dit que la crise économique était derrière nous, point. Voilà. Et donc de cette façon-là, on gagne quand même un petit peu en temps que d'avoir peut-être une seule personne qui interprète toute une phrase. On a au moins une demi-unité de cellules ou en tout cas d'infos qui passent en alternance. Mais ça suppose beaucoup d'écoute aussi de la part de toutes ces personnes-là. Voilà, donc le souffleur et les 2 tapeurs ou 2 personnes qui sont responsables de ça. Et donc là, on produit donc, une émission agitée, c'est environ 30-35 minutes. Et donc ça, on le travaille de 16h30 à 20h30. Voilà, et on y inclut aussi le sous-titrage de la météo qui suit juste après. Alors, pour parler de l'avenir, là je pense qu'on a déjà eu vraiment des très belles ouvertures en tout cas, et des choses qui se font. C'est même pas l'avenir, en fait, je dirais que l'avenir c'est maintenant. Voilà, il y a des choses qui se font ici déjà en Italie, chez nos voisins du Nord, donc en Flandre. Également en Suisse et au Canada. Donc au Canada, j'ai été visiter Radio-Canada, eux aussi ils font du 100% sous-titré. En Suisse, dans leur législation, donc la législation suisse romande, on leur impose de faire 30
30-33%, et ils sont maintenant à 40-45% grâce à la reconnaissance vocale. Les techniques aussi, donc il y a le live, le semi-live. Le live, c'est vraiment pour des émissions de sport comme la Champions League ou des matchs de tennis, où on laisse l'image parler en fait. Voilà. On ne va pas vous donner toutes les infos qui sont dites, parce que ça n'apporterait rien. Admettons, prenons un match de foot, si on commence à dire oui, machin passe la balle à un tel, le temps que ça s'inscrive sur l'écran ou qu'une personne est corrigée, l'action est déjà passée depuis longtemps. Voilà. Donc on donne vraiment les informations qu'on ne peut pas tirer de l'image. Donc là, pour ça, du live, c'est vraiment très bien. Le semi-live, ce sera parfait pour des productions de la RTBF. J'anticipe un petit peu parce que c'est ce qu'on cherche à faire. C'est vraiment privilégier aussi les productions RTBF, le contenu informatif, les émissions de société. Par exemple, On n'est pas des pigeons. Ce serait une émission qui a déjà été plusieurs fois remise sur la table et qui serait proposée, des émissions de conso finalement. Voilà. Tout ça donc, serait fait en semi-live, c'est-à-dire que l'émission est enregistrée. Donc on pourrait déjà être là au moment de l'enregistrement, faire du re-speaking. Ensuite, ça nous laissera un peu de temps pour corriger les sous-titres. Et par rapport au fichier vidéo qui est généré et que vous voyez à l'écran, on recale nos sous-titres. Parce que nous, on n'aura pas, malheureusement, comme à la VRT, ce décalage entre l'émission du signal et la diffusion à l'antenne de 5 minutes. C'est un privilège, vous imaginez pas comme c'est dur à mettre en place, en tout cas au niveau de la RTBF. Les gens ont l'air de dire que ça coûtera un pont pour la mise en place techniquement et humainement, et je crois que culturellement aussi c'est un peu compliqué parce que c'est une culture peut-être plus latine qu'une culture anglo-saxonne, plus carrée, et qui, quand elle a envie de mettre les moyens, elle va le faire. Et ça va impliquer un travail de tous, alors que là c'est vraiment un travail de tous les instants, et ça prend vraiment une question de culture aussi. On n'a pas cette culture du sous-titrage dans les pays comme la France et dans la Belgique, à la Wallonie, où là c'est le doublage qui prend énormément le pas. Et donc il y a tout ce travail-là à faire aussi. Mais plus on avance, plus les gens se rendent compte que voilà, les sous-titrages sont intéressants, parce que vous avez une série qui passe aux États-Unis, 2 jours après vous avez les fansubs aussi, donc vraiment toute cette communauté qui travaille d'arrache-pied quasiment le soir même à faire les sous-titres. Il y a des équipes qui existent comme ça, il y a des gens qui font des boulots incroyables. Je pense qu'on n'a peut-être pas encore trop parlé, mais je crois que là aussi il y a cette diversification aussi de l'outil de sous-titrage, l'outil de traduction. Il n'y a plus que le côté purement formel, professionnel, ONU, OTAN et tout. Ça éclate dans tous les sens. Voilà. C'est pour vous dire qu'il faut peut-être aussi chercher dans des méthodes alternatives ou des courants alternatifs pour faire du sous-titrage et de la traduction. Et franchement, il y a des choses magnifiques qui se font, il y a des choses qui sont connues et reconnues aussi. Et je pense que voilà, on est vraiment à une période charnière à ce niveau-là. Ça éclate et il faut... Je ne sais pas comment ça va évoluer. Là, peut-être que d'autres pourront le dire. Vous êtes peut-être plus versés à la suite de colloques, etc. Vous avez peut-être plus de contacts à ce niveau-là. Mais c'est vraiment intéressant. Donc, le re-speaking et tout, je crois que ça a vraiment de l'avenir. Et dans plus d'un domaine. Voilà, pas que l'audiovisuel, je pense que voilà, on pourra l'utiliser pour plein d'autres choses. La diversification de notre offre, donc j'en avais parlé. Je l'avais dit, voilà, on vise plus les magazines de société, les productions RTBN. On a toujours ces problèmes de réduction budgétaire. Hein. Vous savez que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne se porte pas bien et la RTBF dépend de cette enveloppe aussi. Alors, une enveloppe réduite, donc on essaie toujours de faire plus avec moins. La reconnaissance vocale s'inscrit bien là-dedans, quelque part, parce qu'elle permettrait justement de dégager des personnes pour faire d'autres choses. Mais ça suppose aussi un entraînement. Donc, la phase de production pure et dure, on va dire, avec la reconnaissance vocale, va mettre encore un peu de temps aussi, je ne vous le cache pas. Ça ne va pas se faire ici dans un mois ou deux. Il faut le temps de former aussi notre équipe existante, parce que c'est ça aussi le but, c'est de garder les gens qu'on a. Voir ceux qui vont bien s'y plaire, ceux qui vont moins s'y retrouver dans ce processus. Ça ne marche pas toujours avec tout le monde. Voilà. Et au niveau de la qualité et quantité, voilà, c'est ça aussi, voir un petit peu. Il y a des normes qui existent pour la norme NER, je pense. C'est une théorie, c'est un modèle. C'est une théorie, c'est un modèle voilà, qui essaie de donner un pourcentage de fidélité par rapport au message qui a été entendu et au message que nous avons produit avec la reconnaissance vocale ou avec n'importe quel type de sous-titrage en fait. Voilà, et c'est une norme qui est appliquée chez Radio-Canada. Voilà, ils appliquent ça assez rigoureusement. Ils font souvent des réunions avec les associations, etc., pour corriger le tir, etc., et voir ce qu'ils peuvent faire encore comme
amélioration. Voilà. Alors c'est sûr que la reconnaissance vocale, la qualité est peut-être moindre parce que voilà, il y a des déchets qui sont produits. Le logiciel a besoin de s'entraîner sur la voix de la personne. La personne va parler calmement, elle a un petit peu de stress, voilà, elle va parler un peu plus vite, sa voix va un petit peu chevroter ou quelque chose comme ça, et donc ça peut produire aussi une mauvaise reconnaissance vocale. Donc il y a beaucoup d'entraînement à faire, il y a tout un travail presque d'interprète finalement, où il faut savoir poser sa voix, rester calme, ne pas s'énerver si on rate une idée ou quoi, il faut continuer, voilà, c'est vraiment... c'est un travail d'interprétation, et puis un travail technique aussi. Parce qu'il va falloir gérer un logiciel. Nous, on est en train de se demander ce qu'on va faire comme à la télévision suisse romande, où on a une personne qui écoute, qui corrige et qui envoie. Ou alors comme à la VRT, où on a 2 personnes. Et ça, c'est peut-être parfois mieux, en tout cas, je pense, dans un premier temps, pour des grosses émissions, où si on veut respecter une certaine qualité, il va falloir un petit peu diviser les tâches. Maintenant, pour une compétition, je sais pas, un match de foot ou de tennis, là, ça peut être plus facilement faisable par une seule personne. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, j'ai fini. Je pense que je suis dans les temps, c'est bon. On a évidemment de l'espace pour des questions. Il y a 5-6 minutes. N'hésitez pas. On a entendu parler de 2 ou 3 questions qui sont vraiment les topics, même dans les colloques internationaux, c'est-à-dire faut avoir des sous-titres mot par mot, 100% fidèles au texte source, ou bien une reformulation. Évidemment, ça dépend des programmes, ça dépend des genres textuels. Et on a parlé de compétences aussi, qui est un autre aspect qui est un peu passé, mais il y a un aspect qui n'a jamais été considéré, c'est-à-dire la connaissance du sujet. Vous avez parlé des Fanshaber. Les Fanshaber, c'est des gens non professionnels qui font des sous-titres. Ils ont l'énorme avantage de connaître la série qu'ils vont sous-titrer. Donc, ils ne sont pas peut-être des sous-titreurs professionnels, mais comme ils connaissent la série, ils ne vont pas se tromper en termes de messages à passer. Terminologie utilisée, pensez par exemple aux séries sur les vampires. Il y a toute une terminologie qu'il faut connaître. Si vous n'êtes pas calé dans le vampirage, même si vous êtes sous-titreur professionnel, vous risquez de ne pas faire du bon sous-titrage. Et pour la qualité aussi, là peut-être on en parle dans l'après-midi, mais s'il y a des questions sur ces 2-3 sujets, je suis très content de vous donner la parole. Le monsieur au fond. Il y avait un monsieur le monsieur au fond. La plupart des personnes ignorent. D'abord, je voudrais vous remercier Tony pour cette visite qui nous fait chaud au cœur, comme tu peux l'imaginer. C'est le formateur qui voudrait poser une question. Okay. Le responsable, c'est vrai, d'un service de recherche, mais en même temps d'un service de formation. Alors, tu es sorti d'ici et tu as trouvé ta voie. Est-ce que, par rapport à la formation que tu as reçue et par rapport aux besoins actuels de l'institution, mais aussi du marché en général, tu penses que ce que nous vous proposons comme contenu, qui a quand même pas mal évolué, c'est enrichi, ça en fait, voilà. Est-ce que ce contenu convient encore, ou tu nous proposes de faire éclater des choses, d'ajouter des choses, de modifier des choses? Fais gaffe. Je suis sorti il y a très longtemps, donc et j'ai pas directement commencé par du sous-titrage. Quand je suis arrivé à la LTBF, on a eu toute une phase de formation qui a été donnée sur place. Je sais encore que voilà, il y avait tous les codes couleurs, tout. C'est des choses qui s'apprennent parce que il y a aussi beaucoup de cas concrets. On donne des normes, mais voilà, quand il y a plein de cas particuliers, quand une personne par exemple écrit une lettre qui est en train de penser, mais on met ça dans quelle couleur, voilà, il y a toujours des cas particuliers qui vont arriver. Est-ce que je mets des paroles de chansons, est-ce que ça vaut la peine de les écrire ou bien pas, voilà, on a chaque fois des cas de figure comme ça qui apparaissent d'une mission à l'autre, et l'idée, je pense, c'est de créer son propre vadémécum de bonnes pratiques, et c'est des choses que je pense on peut partager
La télévision suisse romande le fait, par exemple, elle a un document qui recense toutes les caractéristiques de bruit, de musique, de nomatopée. Et donc voilà, de telle façon à ce que ce soit une harmonisation au sein de toutes leurs cellules de sous-titrage. Voilà. Donc ça, par exemple, je pense que ça peut être intéressant pour vous, c'est de retrouver peut-être des informations un petit peu des différentes stations de télé ou quoi, pour essayer d'affiner peut-être ce que vous proposez par rapport à ce que nous on recherche. Même si nous on donne aussi une formation sur le tas et on explique comment les logiciels fonctionnent, c'est impossible de connaître tous les logiciels. Nous on utilise le logiciel FAB. Que nous avons. Voilà, qui coûte la peau des fesses, excusez-moi de le dire, mais voilà, pour un petit dongle comme ça, je crois que c'est 6 000 €. En tout cas, c'est super cher. Mais c'est un bon programme, hein, ceci dit, voilà, il est efficace par rapport à des logiciels comme Spot aussi. Voilà, Fab, c'est un peu plus la Rolls, quoi. Il y a vraiment des... Et si vous encodez bien votre fichier vidéo selon une certaine norme, ils ont des encodeurs aussi. Vous avez aussi les changements de plan qui sont indiqués. Donc voilà, ça permet automatiquement de... Mais Quantum qui est l'évolution de WinCaps de Sysmedia, qui est le logiciel qui est utilisé chez BBC, ben ça coûte un tout petit peu moins cher, 7500 €. Oui, ben voilà. Mais c'est ça, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir les différents logiciels. Nous, on ne connaît jamais que celui sur lequel on bosse. Mais évidemment, là, il y a aussi dans le télétexte, il y a aussi un travail de adaptation technologique aux différents systèmes de projection des sous-titres. D'accord. Et alors là, évidemment, il faut travailler du point de vue de l'ingénierie. Et c'est pas tout simplement un fichier que vous avez, vous mettez les sous-titres et vous envoyez. C'est ça ce qui fait que des logiciels comme ça sont très chers. Pour faire les fansub, il y a tout simplement, par exemple, des freeware comme Subtitle Workshop ou Gratuiciel. Ça. Même les étudiants qui vont faire leur stage à la RTBF, d'habitude, ils prennent le dongle de chez nous. Ils n'utilisent même pas le matériel de chez nous. Ils le mettent sur leur ordinateur, ils travaillent sur leur propre ordinateur. Mais c'est vrai qu'il faut pousser en fait les étudiants dans cette discipline à s'adapter à n'importe quelle situation. Parce que c'est toujours la même philosophie en fait. Ce sont les mêmes normes, les mêmes contraintes. Mais il faut vraiment les aider à s'adapter à n'importe quelle situation, parce que finalement, même tous les programmes qui sont gratuits ou pas, ils ont presque la même philosophie. Il faut juste s'entraîner un petit peu, travailler. C'est une question de manipulation. Voilà, c'est une question aspect technique aussi, peut-être, qui est un peu aussi entre les mains de chacun, parce que vous pouvez former, donner les normes, les lignes directrices du sous-titrage, tant traductif que pour sur les malentendants. Mais après, c'est vrai que ça a vite joué quelque part. Et ce qui est nouveau maintenant, chaque étudiant, il doit remettre un rapport de stage. Et j'ai exigé de mes étudiants de voir justement des cas précis d'adaptation. Et chaque étudiant est en train, par exemple, de mentionner les problèmes qu'il a rencontrés d'adaptation, les problèmes rencontrés aussi du point de vue technique, etc. Donc tout ça, ça peut aider à enrichir encore la formation. Ah oui, tout à fait. Et une chose que tu mentionnais, question technique, ça revient aussi au point de vue linguistique ou intellectuel. Comme lui le disait, c'est le fait de dépasser la frustration de ne pas pouvoir tout dire, tout bien raconter, tout bien, même dans le sous-titrage préparé, il y a trop peu de temps, tu es obligé de réduire. Si on arrive à aller au-delà de la comparaison texte-source, texte-cible, et on adopte une optique communication, en comparaison avec les images aussi. Et multimodalité, c'est-à-dire ce que les images donnent comme information au lecteur, on arrive à des personnes formées qui peuvent réduire au minimum la formation dans une entreprise. Que je crois être la chose la plus importante pour le broadcaster, parce que, comme Gunther le disait, s'il me faut 3 mois pour former un speaker, pendant ces 3 mois, j'ai 2 personnes au moins qui ne travaillent pas, qui ne produisent pas.
On passe au deuxième orateur et on en revient à la table ronde. Peut-être une dernière. Oui. J'avais deux questions en fait, mais c'est pour rebondir sur ce que M. Safar a dit, parce qu'il y a évidemment la formation directement concernée que vous donnez, mais il y a les cours en bachelier aussi qui nous permettent de préparer en français notamment à l'interprétation en principe des cours de communication orale et de prise de notes. Et donc je me demandais si vous aviez parlé tous les deux de ce modèle qui est utilisé pour évaluer la fidélité. Est-ce qu'on ne pourrait pas savoir un peu comment ça fonctionne pour essayer de l'appliquer dans ce cours-là? Ben, si vous voulez, je ne sais pas s'il y a eu une adaptation en français aussi. Mais sinon, je vais vous donner des renseignements pour trouver, et peut-être dans l'après-midi, si on arrive à respecter les temps, je vais essayer de vous proposer une synthèse de ce que ça veut dire. Mais je vais vous donner les... Malheureusement, je ne serai pas là cet après-midi, donc si vous pouviez déjà me donner des indications, ça serait... Ben oui, si vous me laissez votre... Je vous donne l'article, comme ça, parce que en principe, c'est facile, c'est le nombre de mots d'un texte, moins les fautes, plus le travail de reformulation qui a été fait pour améliorer la communication. Oui, alors il faut encore savoir quel type de faute. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être lire l'article, ça vaut beaucoup plus que 2 secondes de réponse. Il y avait une autre question? Non? Élise. Oui, Élise. Donc, lorsque vous parlez de la méthode de re-speaking... Tu peux expliquer après? Lorsque vous parliez de la méthode de re-speaking à la RTBF, donc si j'ai bien compris, elle est complètement différente de celle de la VRT. Oui, parce que la VRT utilise la reconnaissance vocale maintenant. Voilà. Mais nous, pas pour tous ces programmes, voilà, si j'ai bien compris. En fait, on utilise encore l'humain. Ouais. Je vais le dire comme ça. Voilà. Donc elle passait par une machine qui elle va sûrement aider à faire un meilleur boulot. Mais en tout cas, donc on passe encore par un cerveau humain. Et donc quelque part, il y a déjà aussi tout ce travail de reformulation. Et parfois, le logiciel ne va pas comprendre ce qu'on a dit, alors que si on parle à un autre être humain, cette personne-là, elle va rectifier. Voilà, un cerveau, ça ne remplace pas une machine non plus, hein, on en est bien conscient. Mais ça peut faire quand même beaucoup de choses aussi, la machine. Ça, je ne remets pas en cause. On travaille avec des machines 24 heures sur 24 quasiment. Alors, ouais. Mais voilà, donc il y a parfois aussi des genres d'erreurs qu'on ne fait pas dans notre méthode et qui vont se retrouver avec du re-speaking en passant par un logiciel de reconnaissance vocale. Mais la VRT ne travaille pas toujours avec la reconnaissance vocale, si j'ai bien compris. En tout cas, quand toujours. Je crois que c'est quasiment c'est ça, ils utilisaient la vélotaille. Okay. On a parlé de sténo, mais c'est pas... Avant, oui. Avant 2001, ils utilisaient vélotaille. Non, tout ce qui sont là... Ça fait déjà depuis 2004. Quelle est la raison de cette... à mon avis, c'est aussi une question pour avoir moins de personnes qui sont occupées sur une émission, et donc avoir ces personnes-là pour d'autres choses. Oui, finalement, vous avez 3 personnes. Là, on en a 3, alors que si on utilisait la méthode, par exemple, avec un re-speaker et un correcteur, ça en fait 2. Ou si c'est même, par exemple, pour quelques interviews dans un journal télévisé, on peut imaginer alors d'avoir une seule personne, mais alors qui doit être chevronnée avec l'utilisation du logiciel en question. En fait, ce qui m'a frappé, c'est simplement le fait qu'on se retrouve avec 3 personnes à travailler en même temps, pour un travail qui pourrait très bien se faire, si j'ai bien compris, hein, peut-être que je me trompe, non, mais c'est vrai, qui pourrait se faire par une seule personne. Ça pourrait. Et donc, je me disais qu'avec la restriction budgétaire, c'était un peu... Le résultat va être différent, pardon. Mais c'est ça, la qualité sera différente aussi. Peut-être pour reprendre le débat après, parce que nous devons passer vers le deuxième conférence. Ce qu'on a fait finalement, juste pour conclure, mais on en reparlera sûrement dans le débat de l'après-midi, c'est que BBC par exemple, depuis 2001, a commencé avec cette modalité des re-speakers, une seule personne, un logiciel qui fonctionne très bien, mais leur objectif au tout début c'était atteindre 100%. Donc l'objectif c'était la quantité. Et on ne se plaignait pas de la qualité. Pourquoi? Parce qu'il fallait atteindre un autre objectif. Là, ils ont atteint 100%,
Et là, le prochain objectif, c'est la qualité. Et c'est pour cette raison, c'est seulement exclusivement pour cette raison, que ça fait 5 ans que les gens en Angleterre, au Royaume-Uni, se concentrent sur la qualité et non plus sur la quantité. Mais oui, avant, il parlait de qualité, il parlait de quantité exclusivement, il ne se plaignait pas de la qualité. La qualité a amélioré, mais il se plaignent de la qualité parce qu'évidemment, le service d'une personne qui fait tout le travail, ça ne marche pas. En plus, eux, ils ont une méthode de correction un peu spéciale, ils ne corrigent pas. Ils laissent l'erreur, la faute au nerf, et ils corrigent avec un autre système, tirer, et ils corrigent. Bon. C'est toi qui présente Francesca ou c'est Ilaria? Je laisse Ilaria présenter. C'est comme vous voulez. Alors, mesdames et messieurs, on va écouter maintenant pour de vrai Francesca Marchione, présidente de l'association Honer et collègue de M. Eugénie. Francesca. Et représentante italienne de la Fédération mondiale des rédacteurs de compte rendu. C'est comme ça. Bonjour, je m'excuse pour mon français, c'est pas très bon, mais je vais lire. Si vous n'entendez pas et ne comprenez pas, vous pouvez lire même. Je remercie M. Safa, Mme Amanoui et Laria. Et je vais faire la présentation de cette association et de ce projet. HONER est à la fois l'acronyme d'Association internationale de respeaking et la traduction anglaise de en direct. Par rapport à l'activité du respeaker, qui, avec sa voix, produit du texte en temps réel. Née le 4 mars 2012, l'association ne se compose pas seulement de respeakers. Il ne s'agit pas d'une association de catégorie. Elle est une association de promotion sociale qui se compose par des experts, des professionnels qui utilisent le respeaking, mais aussi d'autres techniques de transcription en temps réel. Des chercheurs, des jeunes suivant un parcours de formation, des simples passionnés ou des supporters, entendants et sourds. En effet, HONER est né avec l'objectif de la pleine intégration des personnes désavantagées du point de vue linguistique et sensoriel dans la société, principalement à travers le sous-titrage en différé et en temps réel. Et je vous présente aussi le comité exécutif composé par moi, je suis la présidente, Valeria Pasca, la présidente adjointe, Tiziana Trapani, secrétaire, Elena Graziosi, responsable de la trésorerie, et Carlo Geni, responsable des ressources humaines. Depuis le 15 septembre 2014, HONER a intégré à son intérieur le groupe italien Intersteno, Fédération internationale pour le traitement de la communication et de l'information, qui regroupe les rédacteurs de comptes rendus et d'autres professionnels dans le monde entier, devenant elle-même la représentante Intersteno pour l'Italie. Par conséquent, les activités de l'association sont diversifiées et diffusées largement et minutieusement. Mais chacune d'entre elles vise à favoriser la communication, l'interaction et le traitement des textes. Passons alors au projet de HONER. Si vous voulez quelques secondes pour lire, mais ce sera en ligne, je pense. Oui, c'est ok.
Oltresuoni, le premier projet de l'association, s'agit du sous-titrage en temps réel par Respeaking de la web radio de l'Université de Cagliari et a été notre première tentative de canaliser des idées empiriques dans une application pratique, utile pour des catégories de personnes défavorisées par un point de vue de la communication. Les sourds, pour des raisons sensorielles, et les immigrants pour des raisons linguistiques, ou même des étrangers ou des Erasmus. Oltresuoni était un point de départ, une expérience pour identifier tous les problèmes et les techniques pratiques du sous-titrage en temps réel sur l'Internet et pouvoir, par conséquent, améliorer l'idée initiale et puis l'entendre pour une plus grande échelle. Je vous montre quelques photos. Et là, vraiment, excuse-moi Francesca, on voit comment la technologie rend tout très simple. Hein. Ça, c'est le sous-titrage de la radio. Hein. Il y a 15 ans, professeur Safa, je crois que si vous parliez de sous-titrage radiophonique, on vous aurait dit, mais t'es fou quoi. Vous êtes... Oui, on nous a dit quoi. Et alors là, sous-titrer la radio, web radio, c'est facile. La durée a été de 6 mois et a impliqué un échantillon de 20 personnes de divers âges et origines, entendants et malentendants, ou personnes qui ont une connaissance limitée de l'italien. Ces personnes ont suivi les programmes diffusés aussi bien sans sous-titres que sous-titrés et ont partagé leurs opinions et leurs points de vue dans des espaces sur Internet. Il y a même un chat qui était à côté des sous-titres pour parler en temps réel. D'autres images, je pense. C'est la conférence de présentation. PALIOS, acronyme des plateformes pour l'accessibilité à la langue orale pour les sourds et les étrangers. C'est un projet qui est encore à la recherche de financement, malheureusement. On a eu l'idée. Mais il y en a aussi des ingénieurs. Il vise à créer une plateforme accessible par Internet aux sourds et aux personnes qui ont des problèmes linguistiques, qui peuvent utiliser différents types de services, de la traduction simultanée au sous-titrage en temps réel. Il y a des plateformes qui font ça sur l'Internet, mais il n'y a pas une seule plateforme. Un peu comme si vous aviez toujours avec vous un traducteur personnel, ou que vous soyez en Europe ou dans le monde sans connaître la langue. A et I en R. J'ai aussi une photo. Grâce au projet A et I en R, on utilise dans les écoles où il y a des étudiants sourds le respeaking comme forme d'intégration. En particulier, la leçon est faite avec le respeaking directement par l'enseignant. Et elle est immédiatement disponible pour l'étudiant sourd qui peut la lire sur un écran en temps réel. Ensuite, le fichier de texte est remis aux élèves de la même classe qui ont la tâche de les corriger, de l'adapter et de l'envoyer à l'enseignant. L'enseignant vérifie l'exactitude de la forme et du contenu et les distribue à la classe qui peut les étudier. Lectio Subtitulis, une sorte d'évolution du projet précédent, est représentée par Lectio Subtitulis, qui vise à faciliter et améliorer les chemins scolaires des élèves sourds, étrangers et entendants aussi.
Prendre des notes devient plus facile grâce au sous-titrage des classes. Non seulement pour les étudiants souples afin qu'ils puissent suivre les cours de façon autonome, mais aussi pour les étudiants Erasmus, par exemple, et même pour les entendants. On a des photos, je pense, aussi. La classe, elle était à l'université de Chieti, à Bruges. Et Carlo qui fait le speaker et Tiziana qui fait l'éditing. Et les professeurs. Et les professeurs, oui, bien sûr. Un instant, ici vous avez utilisé quelle technique? C'est la technique avec les sténomasques. C'est la sténomasque sans câble. Et le résultat est vraiment bon avec le ça revient au même, c'est le même résultat. Parce que finalement, il suffit tout simplement de calibrer la voix. Hein, et au lieu de dire bonjour, virgule, je suis ici venu parler à la conférence à Mons avec M. Safar, point. Vous dites bonjour, virgule, je suis ici à Mons parler avec Safar, Mons, point. Hein, c'est une question de. Le micro est plus sensible. Si vous parlez comme ça au micro normal, ça produit rien. Si vous parlez comme ça au micro de la sténomasque, ça fonctionne. Donc ça revient au même, le même résultat, même qualité, parce que le travail, c'est le logiciel de reconnaissance de la parole qui fait ça. Pour les formules mathématiques. Ah là, c'est un problème de reconnaissance. C'est un problème en amont, c'est pas le problème de reconnaissance du logiciel. C'est pas notre faute. Mais vous pouvez l'exprimer en oral. Oui, il est très difficile. Chez Nuance, qui est la software house, les ingénieurs qui font le logiciel, ils sont en train d'étudier une manière pour pouvoir appliquer la reconnaissance vocale non seulement au domaine linguistique, intellectuel, arts, mais également à l'aspect scientifique. Donc surtout chimie, mathématiques, non, biologique ça va, parce que les mots latins, les mots scientifiques sont vraiment très simples à reconnaître. Ils sont déjà dans le logiciel base. La collaboration entre la web TV, la Liberative et Oneata a donné lieu à Oneata, la première chaîne web TV spécifiquement conçue pour rendre le contenu de la web TV accessible à tout à travers le sous-titrage. De cette manière, Liberative a pu atteindre finalement une partie de la population qui, en raison des problèmes d'audition ou de langue, a été écartée de la communication de l'un des sites web TV les plus regardés, les premiers en Italie. Le projet est toujours actif et prévoit la réalisation d'une nouveau chaîne culinaire nouvelle. Note vibranti. On a si può spegnere l'audio? J'ai une vidéo avec de l'audio. Ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Je dois parler, donc, après, peut-être. Note vibranti è un abonnement symbole de la volonté d'assurer l'accessibilité.
y a des problèmes avec l'imprimante ici. Excusez-moi. On a essayé avec ce projet de faire une chose qui peut sembler contradictoire. Mais on a essayé de penser avec moins de superficialité aux problèmes liés à l'écoute de la musique pour une personne sourde. Donner les émotions de la musique à un public qui ne peut pas y accéder directement. On a organisé un vrai concert auquel ont participé des entendants et des sourds avec un enthousiasme presque touchant. La collaboration avec Mathieu Scando, un quatuor local spécialisé en musique traditionnelle irlandaise, et avec l'Académie européenne des sourds de Palerme, a permis de diffuser la musique de manière différente, avec les yeux et la peau au lieu des oreilles. Les chants traditionnels en gaélique irlandaise et écossais ont été interprétés artistiquement dans la langue des signes italienne, pendant qu'un écran projetait les paroles des chansons et leur traduction. Les sous-titres étaient faits en temps réel par les speakers de l'association. Mais pour permettre à la musique d'arriver directement au cœur, nous avons distribué au début de la soirée des ballons de baudouches colorées. L'air à l'intérieur permettait la diffusion des ondes sonores qui peuvent être perçues simplement en plaçant les mains ou une autre partie du corps sur le ballon. Voir l'air extatique d'un enfant sourd qui, en posant son oreille sur le ballon, pouvait sentir les vibrations de la musique a été la meilleure récompense que nous pouvions espérer. C'est précisément pour cette raison que Note Vibranti est devenu le nom d'un projet qui honore à représenter en Sardaigne avec des concerts spectacles narrant les histoires d'Achille et d'Ulysse. Et l'association s'efforce de répéter ces projets sur une plus grande échelle en 2015 dans toute l'Italie, en introduisant même la traduction des sons en couleur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement ce jeu entre les sous-titres, les paroles, les interprètes en langue des signes qui font ce qu'on appelle traduction artistique. Vous verrez, là, il y a de la musique. Donc, quand il y a les mots, ils ne le traduisent pas seulement, vous voyez, mais ils font ça d'une manière... Il y a derrière les sous-titres, oui. En irlandaise, il y a les paroles et la traduction. Donc aussi pour la zappa. Les ballons, c'est simple. Vous appuyez, vous tenez le ballon et il y a les buffers, les subwoofers. Il y a les ondes sonores qui arrivent sur la superficie du ballon de baudruche et l'air à l'intérieur, ça amplifie et ça vibre. Per rendere omaggio a due pontefici che hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace. Per rendere omaggio a... Ok, je vais expliquer. I papatindoli, ça veut dire les papes. Les sous-titres du pape. Les sous-titres du pape.
En 2014, Honor a sous-titré en temps réel sur l'Internet l'audience du pape François, dédiée aux personnes sourdes et aveugles à la Cité du Vatican. L'attention d'Honneur à l'accessibilité de la religion a été également explicitée lors de la cérémonie de canonisation du pape Jean XXIII et du pape Jean-Paul II, transmise en direct en streaming et en 4 langues en même temps: italien, anglais, espagnol et polonais. Anglais, italien, espagnol et polonais. Il y avait des parties évidemment qui étaient préparées à l'avance, oui. Mais il y avait toute l'homélie qui a été faite en direct, en re-speaking, interlinguistique. Oui, avec des interprètes. Combien de personnes? 51. 50% dans le projet. En 20 jours, à peu près. Oui, parce que là, question bureaucratique, le Vatican, c'est pas... C'était très long. C'est pas l'Italie, hein. Oui. J'ai une question. Enfin, c'est pas moi qui ai une question. Le pape, il s'est exprimé en quelle langue? Italien. Italien. Et la messe? La messe était en plurilangue. Le texte était en latin, mais les lectures, les intentions des fidèles, etc., c'était en arabe, chinois, mais on avait le texte à l'avance. Pour la lecture, oui, bien sûr. Et donc on a fait traduire. Le problème, c'était savoir ce qu'il disait. Parce qu'en chinois, j'avais la traduction, bien sûr, mais je ne savais pas à quel point il allait. Riparliamone. Et les bulletins en ligne de l'association, sans prétention, face à des questions difficiles, complexes, innovantes. Nous reparlons des différents sujets d'une manière claire et simple, en essayant de mettre au jour tout ce qui concerne nos secteurs. Eurispi a été un projet expérimental de sous-titrage interlinguistique en temps réel à l'intérieur d'un projet européen qui s'appelle Euroscola. Un programme qui dure une journée durant laquelle les lycéens se mettent dans la peau d'un député européen et prennent part au processus de décision grâce à des débats au sein de l'hémicycle, des négociations avec leurs camarades, votent et adoptent des résolutions sur des questions d'actualité européenne. Dans cette occasion, nous avons produit des sous-titres en italien sur l'Internet à partir des discours en français, en anglais, des petits eurodéputés. Le dernier, prendi nota, c'est tout simplement le sous-titrage de n'importe quel abonnement, conférence, séminaire, leçon, etc. Et les sous-titres sur la présentation avec texte en top. Nous avons aussi les activités et les projets interstano, nés de la collaboration avec la Fédération internationale. Il est un projet destiné aux jeunes âgés entre 8 et 13 ans, concernant les différentes façons d'écrire l'alphabet. Dans de différents stands, un expert fera vivre aux enfants l'expérience de son propre travail. Comment écrire leur nom en braille ou en sténographie, comment dire des phrases de base en langue de signes,
comment épeler leurs noms dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, comment dicter des phrases dans les logiciels de reconnaissance vocale. Il y aura aussi un concours d'1 minute qui verra les participants rivaliser les uns avec les autres afin de déterminer qui écrit au clavier le plus rapidement possible. Enfin, un stand sera dédié aux compétitions de texto SMS pour tester la capacité des participants d'écrire rapidement dans un contexte qui est très proche à leur quotidien. Les activités liées à l'Intersten ont élargi nos horizons. Voilà alors que la sténographie, la sténotypie, la dactylographie et le respeaking deviennent des moyens qui permettent la transcription, l'information, le secrétariat et le sous-titrage. Le premier résultat de cette collaboration a été l'organisation, en collaboration avec l'Académie italienne de communication multimédia et de l'écriture, Giuseppe Aliprandi Flaviano Rodriguez, d'une journée dédiée à la diffusion de la culture de la sténographie en vue de la livraison de la demande de reconnaissance de la sténographie comme patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Les plus grands experts italiens et internationaux de la sténographie se sont rencontrés à Rome pour discuter de l'importance de la sténographie comme un moyen de transmission de la culture. Tous les 2 ans, l'Intersteno organise un congrès international au sein duquel il y a les championnats du monde d'écriture rapide. Et on a ici la présidente des jurys, Georgette Sanz. Cette année, il y aura le 50e congrès Intersteno, organisé à Budapest du 18 au 24 juillet. Et les concurrents peuvent y participer en utilisant la technique ou la technologie qu'ils préfèrent entre le clavier, la sténotypie, la sténographie et le respeaking. Ok, je finis. Dans la dernière édition, en 2013, notre association a eu l'honneur de voir deux de ses membres fondateurs atteindre le podium en utilisant le respeaking dans la compétition de transcription en temps réel. L'écrivain Tolstoï a dit « Tous les idées... » L'écrivain Tolstoï a dit « Toutes les idées qui ont d'énormes conséquences sont toujours des idées simples. » Et peut-être dans notre pays, en raison de la simplicité de nos idées et de la conviction et l'enthousiasme avec lesquels nous essayons de les réaliser, nous pouvons donner lieu à des innovations susceptibles d'améliorer la vie d'une partie importante de la population. Merci.